Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de politique ou pour plutôt vous parler d'économie. Je vous fais cette vidéo pour rebondir sur l'actualité des élections, en tout cas des préparatifs d'élections, et je suivais chez moi en m'entraînant en musculation dans mon home gym personnel, j'écoutais une émission retraçant le périple d'Éric Zemmour pendant le salon du Made in France. Salon du Made in France qui m'intéresse puisque moi-même je travaille dans l'industrie et je me demande bien si la boîte avec qui je travaille, dans laquelle je suis particulièrement impliqué, non, si elle n'était pas là-bas. En tout cas, je crois qu'elle était l'année dernière. Et donc, je suivais son passage sur ce salon, comme tous les politiques l'ont fait, hein, tous ceux qui se présentent ou qui sont censés se présenter à la prochaine élection présidentielle le font. Et je suivais intéressé des réactions d'Éric Zemmour, puisque c'est quelqu'un qui présente un programme sur lequel je suis d'accord sur certains points et sur d'autres pas d'accord, j'en ai déjà parlé, hein, comme je peux être d'accord sur certains points de Mélenchon et d'autres pas d'accord, comme je le dis tout le temps. Mélenchon, pour moi, propose la meilleure option pour la démocratie participative avec son projet de 6e République où il y aurait une intervention du peuple directement dans le vote des lois et la proposition des lois, ou même la destitution des politiques qui ne conviendraient pas, ou des élus en tout cas. Donc je trouvais que ça c'était bien que je ne sois pas moi d'accord sur le fait de vouloir ouvrir les frontières, pas que je suis contre, pas que je suis contre idéologiquement, hein, je suis contre économiquement puisque nous sommes dans une crise économique réelle et ça ne ferait que accentuer les troubles en France et la pauvreté, et ça livrerait, comme je dit, des gens qui viendraient se réfugier en France, ça les livrerait à une situation d'esclavage et de soumission pour pouvoir survivre. Voilà. Sur Zemmour, on ne peut pas être d'accord, je ne suis pas d'accord sur tout. Alors moi, je ne suis pas d'accord sur tout, particulièrement sur le fait de stigmatiser les musulmans, hein, puisque pour moi c'est une erreur, ce ne sont pas les musulmans qui posent le problème, mais plutôt le fait du communautarisme généré en France par le système de caste, qui génère un communautarisme maghrébin, ou plutôt algérien, qui va être un communautarisme qui va se réfugier derrière la religion, derrière l'islam, mais qui est à la base dû à des conflits, un conflit, on va dire, historique, et un ressentiment des deux côtés, hein, à cause d'une histoire qui a été douloureuse. Une histoire qui a fait que l'Algérie, les Algériens ont demandé leur indépendance, ont combattu pour leur indépendance, et c'était une guerre qui a été extrêmement cruelle, violente, et avec des atrocités des deux côtés. Et ensuite, bien qu'il y ait eu une indépendance, il y a eu une baisse du niveau économique de l'Algérie. On a vu un exode d'une partie du peuple algérien en France, obligé de se vendre chez les perdants, de vendre leur puissance de travail chez les perdants, à un moment où la France se développait et avait besoin de main-d'œuvre. Donc, arriver chez des gens qu'on a battus, c'est admettre quelque part qu'on a gagné, mais qu'on a en vérité perdu un pouvoir économique, alors qu'en vérité, on a gagné une liberté. L'important, c'est la liberté. Et ça génère un ressentiment important de la part des Algériens, mais aussi de la part des Français, hein, vis-à-vis de cette émigration, qui est une migration économique, qui était aussi faite pour remplacer, au début pour venir créer une main-d'œuvre dont on avait besoin, et après qui a été faite pour remplacer un prolétariat qui était pour les maîtres, hein, ceux de la caste supérieure, qui n'étaient plus assez productifs. Donc une espèce de remplacement de population travailleuse par une population censée être plus productive, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc c'était pas bien, hein, de faire ça.
et c'était un peu de l'esclavage caché, hein, remplacer les esclaves du pays par les esclaves d'un autre pays, censé être plus productifs, hein, dans un second temps. Donc il y a un ressentiment qui n'est pas un ressentiment qui est dû à l'islam, mais l'islam est utilisé. Alors on dit oui, l'islam en Europe, non, je vis dans de nombreux pays, j'ai vécu en calculant à peu près 2 ans, les dernières 10 années, 2 ans en Allemagne, je peux vous dire que les Turcs qui sont musulmans ne posent absolument pas ce travail, il n'y a pas de ressentiment entre le Turc et l'Allemand, le Turc prend une part de marché en Allemagne qui n'est pas compétitif, qui ne prend pas les parts de marché des travailleurs allemands. Ils ont pris la nuit, ils ont pris un peu le bâtiment, mais certaines parties du bâtiment, et surtout la nuit, les maraîchers, certaines firmes d'import-export, mais ils ne sont pas du tout en concurrence avec les marchés traditionnellement germaniques, allemands, du peuple allemand. Donc ils viennent dans ce pays et ils ne posent pas réellement de problème, il n'y a pas de tension entre les Turcs et les Allemands. Mais bon, l'histoire de l'Empire ottoman, c'est autre chose que l'histoire de l'Algérie. Ce ne sont pas les mêmes populations, c'est pas le même milieu qui les a forgés. Donc on est dans un milieu différent. Pour ce qui est de Zemmour, j'ai suivi Zemmour, alors je ne suis pas d'accord avec lui puisqu'il se trompe en fin de compte de problème, ce n'est pas l'islam le problème, c'est un problème de contentieux entre le Maghreb, et plutôt l'Algérie et la France, et un système de caste sous-jacent qui génère énormément de problèmes. Système de caste sous-jacent qui est la cause d'un autre énorme problème sur lequel Éric Zemmour met le doigt et le met d'une façon extrêmement intelligente et brillante. Et là, je le suis totalement, comme je pourrais suivre Mélenchon sur sa 6e République. L'important, c'est d'essayer de trouver le bien dans les gens qui vous proposent des programmes, hein, et d'essayer de voir où il y a des erreurs. Donc on peut trouver du bien partout, et c'est intéressant de voir que chez Zemmour, il y a vraiment des choses qui sont au-dessus du niveau des autres candidats, des explications qui ne sont pas là pour se foutre de la gueule du monde ou séduire, hein, comme une pupute de politique, un électorat. Il y a vraiment un réel travail de compréhension sur les problèmes économiques français que je n'ai pas vu vraiment ailleurs. Alors, comme je dis, je parle de Mélenchon et de Zemmour, c'est pas pour rien qu'ils se sont affrontés en débat, hein, parce qu'ils représentent réellement des politiques qui sont hors du système. Hein. En partie, ils ont tendance à essayer d'être récupérés par des grosses structures économiques qui veulent jouer leurs cartes sur l'avenir de la France pour se maintenir, mais on va dire que ce sont des politiques qui sont en dehors du système classique, et c'est pour ça qu'on les voit présenter des choses qui peuvent être vraiment d'un bon niveau, alors pas partout, mais d'un bon niveau. Alors Zemmour, je vais expliquer ce que j'ai vu. Zemmour a parlé des gros problèmes de la désindustrialisation française, qui est un réel problème. Je travaille moi-même dans l'industrie. Alors quand je dis que je travaille dans l'industrie, c'est que je participe à la création de machines de musculation avec la firme Larocque, qui est leader en France des machines de musculation. Quand je dis que je participe, je ne fais pas que mettre mon nom sur les machines, je passe à l'usine, je suis obligé de regarder l'outil de travail pour voir, c'est-à-dire l'industrie, pour voir avec quoi nous fabriquons les machines, le coût des machines, et là-dessus, avec mon savoir en biomécanique, j'étudie, et mon savoir aussi en mécanique, puisque j'étudie comment fonctionne une usine, j'essaye de trouver les meilleures machines, les plus efficaces à produire et les moins chers en fonction des outils fournis par l'usine, et on sort des gammes. Donc je suis dans l'industrie, je connais les problèmes de l'industrie française, alors c'est quand même une grosse industrie qui travaille le métal, et je connais les problèmes que l'on a quand on est concurrencé par des industries allemandes ou italiennes ou même américaines ou chinoises, donc qui ont chacun des avantages, leurs armes, qui arrivent avec leurs armes, et qui arrivent aussi des fois avec leurs faiblesses. Et nous, les Français, nous avons énormément de faiblesses en industrie, puisque nous avons une taxation qui est ahurissante, qui est
aberrante, et pour arriver à s'en sortir, il faut pouvoir jongler entre ces taxations, connaître la législation française à fond, avoir des relations pour jouer des aides et des baisses d'impôts, ce qui demande un travail énorme, qui est en vérité un travail alourdissant la puissance de création de la société et qui lui fait augmenter sensiblement, même de façon folle, ses coûts de production. Et nous devenons improductifs à cause de cette taxation, de cette législation qui est folle. Alors ça, je le vis. Ce que je vis aussi, ce que je vois autour de moi et ce que j'ai compris par les études que j'ai faites en sociologie, en philosophie, en évolution, puisque je travaille dans ce domaine, c'est les problèmes de succession. Et Zemmour a expliqué quelque chose de fondamental pendant qu'il se promenait entre les stands. Il a expliqué que le véritable problème des sociétés françaises, de l'industrialisation française, c'était ce problème des droits de succession qui coulaient les entreprises. Et il a absolument raison. L'industrialisation française, en tout cas l'industrialisation, les pays industrialisés, par exemple, là je crois qu'il en parlait, l'Allemagne a à peu près au niveau de son économie, la part de l'industrie c'est 26%. La part pour l'Italie c'est 23%. Pour la France, la part c'est 13%. Donc on est à la moitié de l'Allemagne, donc on est moitié plus faible que l'Allemagne, et pour des raisons qui sont structurelles, qui viennent de la façon dont l'industrie, les outils de production sont taxés, taxés au niveau des charges sociales, taxés au niveau des bénéfices, mais pire encore, taxés au niveau des héritages. Et c'est cet ensemble qui détruit notre industrie parce qu'elle oblige l'industrie à produire avec un coût plus élevé à cause des taxes, donc elle est déjà moins compétitive que d'autres firmes en Europe, sauf qu'il n'y a plus de barrières douanières en Europe, donc elle se fait massacrer par des firmes allemandes ou italiennes qui subissent des taxations inférieures, donc produisant moins cher. Et comme il n'y a pas de barrière douanière, il n'y a pas possibilité de faire passer les produits français avant tout. La même chose se passe avec la Chine, puisqu'on a bien vu que la France étant dépendante de la Chine pour une quantité énorme de produits, et que la Chine est capable, vous l'avez vu pendant le Covid, de bloquer toute l'économie mondiale d'un coup, en bloquant les approvisionnements de tout ce qu'elle produit. La Chine est calculatrice, elle nous a montré notre dépendance à ces produits manufacturés, à toute sa production qu'on avait décentralisée, on avait amené toute notre production là-bas pour des raisons économiques, et on s'aperçoit qu'on est tombé dans le piège chinois, puisqu'on dépend entièrement d'eux, ils peuvent nous bloquer et nous faire couler. Donc, quand l'État, par exemple, moi qui travaille dans l'industrie, a augmenté les taxes par exemple, pour les Américains sur l'importation de machines de sport, c'est très avantageux pour nous. Par contre, il n'a pas augmenté les taxes par rapport aux importations chinoises. Pourquoi ? Parce que les Chinois les prennent aux couilles. On ne peut pas augmenter comme ça la Chine. La Chine va avoir des moyens de rétorsion terribles sur nous, et on va risquer s'ils nous font des blocages, de mourir économiquement. C'est pour ça que, par exemple, pour les petits composants électroniques, on s'aperçoit qu'on est complètement dépendant de tout l'Orient, de la Chine, mais aussi Taïwan, et qu'on est devenu complètement dingue, puisqu'il nous manque des pièces essentielles pour faire fonctionner nos machines, et si jamais on voulait tout rapatrier, on ne pourrait pas, parce que c'est des pans entiers de l'industrie qu'il faudrait reconstruire. Donc on s'est mis dans une situation délirante. Alors la France, comme le dit Éric Zemmour, l'industrie française est aussi taxée terriblement au niveau de ses droits de succession. Alors on pourrait dire oui, droits de succession, les riches, pourquoi ne pas taxer les riches ? Ça n'a rien à voir. Entre taxer les biens, l'héritage d'une maison, ce qui est ridicule à mon avis, mais qui pourrait, ou des 10 voitures qu'un riche donnerait, ou des 10 villas, ce qui est ridicule d'avoir 10 villas, 10 voitures, c'est de l'aberration en vérité de riches. Mais taxer à l'héritage l'outil de production est dramatique pour la structure de nos sociétés. Pourquoi ?
Parce qu'en taxant l'outil de production, comme on fait à l'héritage, c'est-à-dire à l'héritage, il y a une taxe sur les successions des entreprises. Si tu ne passes pas des parts avant, tu vas te faire zigouiller. Donc ce qui se passe, c'est que les taxes sont tellement hautes que les héritiers potentiels préfèrent se débarrasser des entreprises même si elles marchent bien, parce que c'est trop lourd de récupérer une entreprise qui est taxée au niveau des droits de succession. Donc, les entreprises, même en bonne santé, vont de génération en génération s'affaiblir, puisque on aura des héritiers qui ne vont pas y faire attention, qui ne vont pas les prendre en entière, et qui vont plutôt les revendre par morceaux, par part, à des grosses entreprises qui vont devenir actionnaires à l'intérieur. Malheureusement, quand des grosses parts d'entreprises sont prises par de grosses boîtes qui n'ont pas un attachement viscéral à ce qui a été fait par Pépère ou même par Pépère ou arrière-grand-père, par Pépère ou par papa, ça va pas bien marcher parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance et ce sentiment de dévotion qu'on a à l'entreprise familiale, qu'on peut avoir en Italie, qui sont souvent des entreprises familiales. Donc il va y avoir un désintéressement des héritiers sur ces entreprises qui sont trop lourdes à récupérer. Ils préfèrent récupérer l'argent, la monnaie, revendant ça et vivre tranquillement sans avoir à se faire chier avec de la paperasserie, de la législation lourde et de l'imposition à gérer qui va prendre toute leur vie, même si on les connaît. Donc, on détruit progressivement les entreprises montées par des gens passionnés et les entreprises françaises finissent par être bradées et coupées en morceaux. Ce qui se fait que l'outil de production française ne peut pas monter réellement, ne peut pas générer de nouvelles entreprises extrêmement dynamiques par ce système de taxation qui va fragmenter à chaque héritage les outils de production. Et quand tu fragmentes un outil de production, tu détruis le tissu industriel français qui est créateur d'emplois et créateur de richesses. Créateur de richesses fabriquées en France, mais aussi créateur d'emplois faisant vivre des régions. Et tu finis par détruire progressivement les entreprises. Et si on s'aperçoit en France, il y a des études qui ont été menées là-dessus, que la survie des entreprises françaises est par rapport aux entreprises allemandes ou italiennes bien moindre, et elles passent très rarement la deuxième ou la troisième génération. Alors qu'en Allemagne et en Italie, ce sont des entreprises qui continuent à s'hériter de famille en famille. Mais attention, elles s'héritent de famille en famille par des systèmes, dans des systèmes qui ne sont pas des systèmes de caste avec des reproductions endogames d'héritiers, ce qui fait que les entreprises restent quand même, au niveau biologique, des individus qui rentrent dedans, beaucoup plus performantes, parce que ce n'est pas du tout le même système social, l'Italie étant en vérité une méritocratie familiale, et l'Allemagne étant une méritocratie pure et dure, la France étant un système de caste qui cumule cette fragmentation d'héritage, au niveau de l'héritage, qui va affaiblir l'outil de production, faisant qu'on va perdre tout notre tissu industriel, et d'ailleurs qu'on a perdu notre tissu industriel, puisqu'on a 13% de la part de l'économie de l'industrie française, alors que les Allemands en ont 26 et les Italiens 23, t'imagines bien qu'on est bien dans la merde, et que pour se relever, ça va être vraiment très, très, très dur. Donc, Zemmour a très bien compris qu'il fallait pas taxer, justement, ces entreprises pour pas les fractionner, pour pas les détruire, et pour conserver une puissance de frappe économique à la France avec de grosses entreprises qui normalement devraient pouvoir se développer dans une structure où renaîtrait une méritocratie. Il n'a pas abordé le thème, mais il y a un problème de méritocratie en France, et je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi l'Allemagne a maintenu son système d'héritage sans taxation, ça, ils le savaient depuis longtemps, et pourquoi les Italiens font la même chose. J'ai bossé un peu avec les Italiens, je connais l'industrie allemande. Ce qui se passe, c'est que l'Allemagne est une méritocratie qui n'est pas centralisée, il n'y avait pas Paris, la France, ce grand État, on va dire la France, le royaume de France qui a fait la République française,
qui est un État centralisé, Versailles, l'Élysée après, où c'était les postes où la vie politique se faisait là, et on nommait les gestionnaires à Versailles ou à l'Élysée. Donc on nomme les gens qui vont diriger la France avec un réseau d'informateurs et un réseau d'économistes qui va voir un peu ce qui va se passer. Alors avant, on nommait des nobles pour la gestion des terres. Après, on nomme des hauts fonctionnaires pour gérer des régions. C'est complètement différent. L'Allemagne, ça n'a rien à voir. L'Allemagne, ce sont des Länder. Alors, je ne sais plus, il y a 10, 12 Länder, je ne m'en souviens même plus, mais il y en avait beaucoup plus avant. Mais il y a toute une mentalité qui est faite que l'Allemagne n'est pas un État centralisé, c'est un ensemble d'États, de Länder, comme on les appelle, où chaque Länder a ses propres législations, en partie locales, économiques, mais aussi au niveau du droit pénal. Donc, ils ont leur propre vie, leur façon de vivre, différentes. La législation, par exemple, pour le droit de garde des enfants n'est pas la même à Hambourg qu'à Berlin. Il faut faire très attention à ça. Il faut penser allemand, pas penser français. Et les Allemands ont une législation d'héritage sur les entreprises où il n'y a quasiment pas de droit de succession, ce qui permet de ne pas péter l'entreprise en morceaux. De plus, traditionnellement en Allemagne, l'outil de production est donné à l'aîné, c'est l'aîné qui va récupérer l'outil de production, donc un héritage familial, et les cadets vont être formés à des charges, ce que j'explique tout le temps, pour aller courir leur chance dans tous les Länder d'Allemagne. Et là, s'ils ont été bien formés, ils sont efficaces, comme il y a une méritocratie, ils pourront trouver leur place dans un outil de production, donc dans une usine, ou dans une firme productrice, je ne sais pas moi, de farine, d'acier, de cuir, de bois. Et s'ils ont été ingénieurs, et s'il est performant, il sera invité à la table du chef d'entreprise et éventuellement présenté à la fille s'il n'y a pas d'héritier mâle, faisant en sorte que l'individu pourra apporter son savoir, donc sa force génétique et intellectuelle pour reprendre l'industrie. Ce qu'on n'a pas en France, qui est un pays de caste et de reproduction endogame, où l'important est de se reproduire dans sa caste et non de prendre un individu, d'essayer de trouver l'individu le plus performant pour présenter la fille. Et ensuite, celle-ci pourra se marier et l'homme pourra, à ce moment-là, avoir récupéré la charge. Pas du tout, en France, c'est un pays de caste. On se reproduit dans sa caste, la caste des bourgeois de banlieue, de province, la caste des bourgeois parisiens, la caste des industriels de Lorraine, la caste... Et c'est un système qui est voué à la disparition, puisque en faisant de la reproduction endogamique, on finit par avoir des individus de faible énergie, donc peu performants, à la tête des entreprises qu'on appelle des dégénérés. Dégénérés, c'est-à-dire ils n'ont pas l'énergie voulue pour pouvoir reprendre une firme, puisque à force de se reproduire dans le même milieu, on s'affaiblit. C'est bien connu de l'élevage, les hommes fonctionnent comme des élevages, c'est la même chose. En Italie, le système est encore différent. C'est un système familial, mais c'est un système familial, les entreprises sont familiales, mais dans lequel la fille peut très bien rencontrer un individu et par amour, elle va l'épouser et on va faire rentrer dans la famille, de préférence quelqu'un de valeur, on va dire oui, non, je préfère qu'il soit bien, mais l'amour a un compte, la morale italienne, l'individu va rentrer dans la famille, mais va être dépendant de cette famille et va être redevable à cette famille. Ce qui se passe, c'est que ce n'est plus de l'endogamie, puisque ce sont des familles, on appartient à la famille si on rentre dedans par le sexe, c'est-à-dire par la séduction et par la rencontre avec une fille. Mais ça peut se passer dans le même village, c'est-à-dire que deux personnes de classes différentes vont pouvoir s'unir, en général une fille riche ou avec un homme moins riche, mais un homme moins riche qui va travailler, s'il est bon, il va rentrer dans cette entreprise, monter et apporter son savoir-faire. Donc il y a cette ouverture à du sang frais, à une génétique conquérante qui se maintient en Italie. Et si la structure italienne est basée sur la famille, ce sont beaucoup d'entreprises
familiale, mais avec du sang neuf à l'intérieur, et qui font vivre des régions entières. C'est-à-dire que ce ne sont pas les corporations comme en Allemagne qui font vivre le pays avec leur structure, qui dirige le pays. En Italie, ce sont les familles. Mais la famille, on peut y rentrer dedans si on est bon, si on est performant, on va rentrer dans cette famille, hein, et les unions vont être acceptées si l'individu montre qu'il a de la valeur. Mais on est dépendant de la famille, hein, c'est ce qu'on voit de façon caricaturale dans les films sur la mafia. Mais au niveau industriel, c'est la même chose, hein. On rentre dans la famille par le mariage, hein, avec une fille ou avec un garçon, et à ce moment-là, quand on est un garçon, on peut apporter de la valeur ajoutée à la production. Mais les outils de production qui font vivre les villages et les villes sont des outils familiaux, et ces outils familiaux sont bien compris par le système d'État italien, qui sait qu'il est subordonné en vérité aux villes et aux familles, des familles possédant des villes, hein, et qu'à ce moment-là, pour pouvoir avoir un plein emploi, on préfère ne pas taxer l'héritage et les héritages familiaux pour éviter la déstructuration des outils de production et l'écrasement économique du village, de la ville ou de la région. Donc l'État italien le sait très bien, et c'est pour ça qu'il ne taxe pas les sociétés. L'Italie est fait d'un ensemble de milliers de petites entreprises, un tissu de petites entreprises familiales qui sont extrêmement puissantes en réalité, hein, et qui sont peu taxées, et en plus dont les héritages sont peu taxés parce que l'Italie a pris conscience que la puissance de travail, le fait d'avoir de l'emploi, dépendait de ces petites entreprises familiales, alors que nous détruisons nos entreprises, créant du chômage à cause de ce système de taxation et ce système d'héritage, hein, taxation des héritages, mais aussi de surtaxation du travail, hein, et des bénéfices surtout des entreprises, ce qui fait que nous écrasons. Donc Zemmour l'avait super bien expliqué, et là-dessus, je peux dire qu'au niveau du problème du programme économique de Zemmour, il est quasiment sur le sans faute. Là où je trouve qu'il y a un problème, c'est quand il parle, justement, comme je vous ai dit, hein, quand il fait de l'émotionnel sur les musulmans. Mais sur l'économie, il est au-dessus de tous, bien qu'à la base, on voit qu'il a travaillé récemment, hein, qu'il s'est penché sur le sujet. Il ne s'est pas penché sur le sujet pour plaire à son public potentiel d'électeurs, mais vraiment parce que ça l'intéresse, comme il s'est penché sur l'histoire de France. Et là, il touche au vrai problème français, qui est cette taxation des héritages et cette destruction du tissu de production et du tissu industriel qui est dû justement à cette surtaxation des héritages. Ce qui fait qu'on détruit à chaque fois nos entreprises. Et on se retrouve avec un outil de production détruit, outil de production produisant pour le pays, mais embauchant les gens. Donc on s'affaiblit, on devient un État zombie, quoi. Il n'y a quasiment plus rien, à part le camembert, le tourisme et un peu de luxe, hein. Donc c'est une aberration totale. Ils ont détruit notre France et notre puissance. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc vous voyez, le vrai problème en France, c'est ça. Mais si on rétablit un héritage au niveau des sociétés avec très peu de taxation, il faut aussi jouer sur le système de caste et essayer de combattre ce système de caste qui est ce qui empoisonne notre pays en empêchant la méritocratie et la possibilité d'individus ayant de bonne qualité de prendre les postes qui devraient leur être donnés, c'est-à-dire mettre les meilleurs aux postes qui leur correspondent pour permettre à l'économie française d'être performante, hein, et faire monter le niveau économique de tout le peuple, hein. Malheureusement, on a des reproductions de castes, hein, c'est bien dit. Alors les gens me posaient la question, où est-ce que je peux trouver des articles là-dedans? Alors, vous n'en trouverez pas, personne, c'est tabou, mais vous pouvez le lire dans des romans, hein,
parce qu'ils n'en parlent pas au niveau des rubriques économiques. Il y a peu d'économistes qui parlent de système de caste. Par contre, au niveau des romans, ça vaut de la bonne économie. Vous avez Maupassant qui en parle avec Bel-Ami. Vous avez Proust, toute son œuvre, La recherche du temps perdu, est une observation du système délirant des castes françaises, un chef-d'œuvre, La recherche du temps perdu pour comprendre la France, de Proust, sur la mentalité française. Vous avez Balzac, vous avez Houellebecq, plus moderne. Houellebecq, La carte et le territoire, explique bien le système de caste, ce côté ridicule. Donc c'est quand même très intéressant. Et vous avez Zola, Émile Zola, qui parle justement de ce système de caste. Alors, il en parle partout, dans tous ses livres, c'est son sujet de prédilection, les pauvres et les riches. Il était particulièrement attiré par les jeunes filles pauvres. Il a fini, je crois, en bigamie avec une teenager, pendant que sa vieille rombière ne disait trop rien. Mais il décrit vraiment très bien ce système de caste qui génère des races, comme il dit, d'esclaves, et c'est très bien décrit, il explique, ça génère des races, une race d'esclaves, il en parle comme ça dans Germinal. Non, Germinal, c'est le film pornographique, non, Germinal. Il en parle très bien dans Germinal, et il parle de race d'esclaves, en décrivant des individus petits, un peu rabelais, un peu souffroteux, une race de travailleurs qui se reproduisent entre eux, une endogamie d'esclaves qui génère des types particuliers, c'est propre à la France. Ne croyez pas que ça se trouve dans tous les pays du monde, et à part l'Inde, où c'est vraiment extrêmement marqué, mais les Indiens ont compris que c'était un fléau pour eux, et c'est un de leurs premiers combats. La France, elle, le pays des droits de l'homme, est aveuglée par sa bien-pensance et n'arrive pas à voir qu'elle vit en vérité dans un véritable système de caste qui détruit tout avec une bureaucratie, une caste bureaucrate, des parasites d'État qui vivent sur le système et qui détruisent notre tissu industriel pour se gaver. Nous avons les parasites d'en haut, les parasites d'en bas, qui vivent sur une classe moyenne exsangue, une classe moyenne complètement abétie par un système de caste millénaire qui ne comprend pas d'où vient son malaise. Voilà. Et c'est très intéressant, je vous l'explique ici. Lisez les romans français, ils en parlent mieux que les économistes français qui n'ont pas compris. Autrement, s'ils avaient compris, on s'en serait sorti de ce problème. Et je suis très heureux que Zemmour commence à expliquer, à bien parler de ce problème, de caste. Alors, Zemmour, Mélenchon, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, sur ouvrir des frontières, tout ça. Ceci dit, lui aussi a compris, et ils font partie, en tout cas ces deux-là, ils représentent réellement des politiques libres, avec tous leurs excès bien sûr, mais avec dedans une part de vérité qu'il serait bon d'aller chercher et unifier pour sauver la France. Voilà. Moi je vous l'explique, Frédéric Delavier, philosophe, scientifique, auteur de renommée mondiale, je vous l'explique pour que vous compreniez le système et que vous compreniez dans quel milieu nous sommes et pourquoi nous sommes tous en train de plus ou moins crever à cause de ce milieu nauséabond dans lequel nous vivons et que beaucoup ne perçoivent pas, puisque les gens sont dans l'émotionnel, ils ne perçoivent pas la structure qui est autour d'eux et qui les bloque. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo pour vous parler du système de caste français et pour vous dire que Zemmour avait bien mis le doigt dessus et que c'était très intéressant de voir pour une fois un politique qui ne s'écoutait pas parler, même s'il est lourd, il met des citations en permanence pour montrer qu'il appartient au milieu des lettrés. Son interprétation de la chute économique de la France est une des plus justes et donc je remercie Éric Zemmour sur cela, il est excellent. Voilà, si on pouvait avoir un mix d'Éric Zemmour et de Mélenchon, ça serait excellent. Allez, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.